Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Toquette et Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui c'est Fast Review. Alors le Fast Review, c'est un nouveau support Commander TV dans lequel on va décortiquer vos codex préférés pour en sortir les unités clés, les stratagèmes et les traits de Seigneur de Guerre qui vont vous permettre de construire des listes optimisées pour vos tournois. C'est parti les amis. C'est parti les amis, aujourd'hui la fast review du codex Tyrannide. On va vous faire une lecture rapide et optimisée du codex avec ce qu'on estime être les entrées les plus compétitives. Il faut savoir que cette fast review se base sur l'expérience de Toquette et de moi. On a testé ce codex sur du format compétitif, à restriction ou sur du format plus, on va dire, permissif, comme le format ETC, qui est ni plus ni moins que le format Games Workshop. Donc, on a une vision du jeu qui est la nôtre, qui s'installe dans la metagame qu'on pratique. Il faut bien évidemment partir du principe que c'est pas la vision parfaite. Vous pouvez, voilà, elle n'est pas unique. Il peut y avoir d'autres visions du codex. Moi, ce que je vous invite, bien évidemment, c'est à partager votre expérience dans les commentaires de la vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et c'est parti pour la fast review Tyrannide. On commence la fast review Tyrannide par le prince volant. Le prince volant auquel on va avoir une flotte ruche qui nous tient à cœur avec lui, c'est la flotte ruche Kraken pour le désengagement plus charge. Ça va clairement lui permettre de désengager, de tirer et de recharger. Ouais. Donc de pouvoir jouer toutes les phases de jeu à n'importe quel moment de la partie. Exactement. Ça c'est fat. Kraken pourquoi aussi? Eh bien parce qu'il y a une relique qui est très intéressante, qui est la Caméléonique Mutation, -1 pour être touché. Ouais. Qui s'additionne là pour le coup avec l'aura des Venom Trop. Donc il peut potentiellement avoir une -2 pour être touché. Et un trait de Seigneur de Guerre très intéressant qui synergise bien avec l'aspect résistant de la figurine, ça va être... Physiologie adaptative du coup. C'est la physiologie adaptative. Et donc ça réduit les damages de 1 pour un minimum de... Enfin jamais moins de 1, mais ça réduit de 1 les damages à partir de la première phase où le prince a perdu un PV. Ouais. Donc on va avoir un prince Tyrannide qui vole, qui se désengage, qui charge. Qui colle -1 pour être touché, et qui en plus réduit les damages de 1. Exactement. Ça en fait une figurine très intéressante. Très intéressante. Faut quand même préciser que là on est sur une figurine qui est extrêmement polyvalente. On a quand même un bonhomme qui va tirer une douzaine de fois, qui caque de façon tout à fait correcte, qui fait de la magie en plus, qui bouge très vite, qui est résistant, notamment avec les traits de Seigneur de Guerre et la relique. Donc on est vraiment sur une figurine à 200 points maintenant, quelque chose comme ça. Ouais, alors on est justement en parlant des coups, comme tu l'as dit, donc on va dire le format low cost, ça va être le double dévoreur, donc 12 tirs de force 6, et la serre perforante qui coûte 0 points, donc là on est à 204 points. Ce qui est clairement intéressant, c'est de rajouter le sac à toxine qui coûte 4 points, qui va permettre de faire des damage 4 sur des 6 pour blesser. Sachant que les blessures sont relançables. Et en plus, d'y coller les glandes qui vont lui permettre le +1 pour charger. Donc là, on est sur un prince à 213 points. Ah, c'est sûr que quand il a les glandes, il déconne 0. Hein. Donc on est sur une figurine, on va dire, avec 213 points. Si dans une liste, vous devez couper des coups en points, vous pouvez potentiellement enlever les glandes ou les sacs à toxines, selon comment vous jouez vos princes. Néanmoins, c'est un coût qui reste pas énorme par rapport à l'impact. On a, comme tu l'as dit, donc on a 2 pouvoirs psychiques et une abjuration. Les pouvoirs psychiques à privilégier, ça va sans doute être les meilleurs du codex, c'est-à-dire l'horreur, -1 pour être touché. Et catalyseur peut-être. La catalyste, exact, qui permet d'avoir un Feel No Pain. Donc en plus, ce prince-là, -1 pour être touché, réduit les damages de 1 et sous catalyse, il devient très résistant. Ouais, surtout quand tu as justement les Venom dont tu parlais tout à l'heure qui sont apportés. Là, on est sur du -2 pour être touché, on est sur un petit gars qui tient la route. Ouais, clairement. Et la 4+1 vue. Et la 4+1 vue. La 4+1 vue qui a fait basculer plus d'une game de mémoire de joueurs de 40K. C'est vrai, tout à fait. La 4+1 vue fait basculer des parties. Et puis bien évidemment, on a les synapses. Ah, la synapse à 18 pas. À 18 pas. Et bien évidemment, l'ombre dans le warp qui diffuse le -1 à la phase de psy. Donc on a clairement une figurine qui est hyper polyvalente. Moi, personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs QG du jeu dans sa globalité. C'est pas le meilleur, mais il s'inscrit vraiment comme un très bon QG. Et c'est clairement le meilleur QG du codex. Il est très polyvalent. Alors, je mettrai ma petite nuance sur le meilleur QG du codex par la suite, quand on viendra à la figurine à laquelle je pense. Mais effectivement, là, on est sur quelque chose de très solide et de très rentable. Très rentable. Donc, on va lui favoriser la flotte ruche Kraken.
les traits de seigneur et le relique qu'on vient de citer. On peut aussi potentiellement le jouer en Léviathan. Statistiquement, ça lui rajoute 2 PV, puisque sur un 6, pour annuler les blessures, sur un 6, tu annules la blessure. Donc, sachant que il a 12 PV, on peut être potentiellement sur un prince qui, en réalité, aurait 14 PV, mais tout est relatif. Je suis plutôt sceptique, puisque la magie et le catalyseur font que ça restera toujours plus rentable de lui mettre le catalyseur et de profiter de leur reroll des charges, de pouvoir se désengager et charger, notamment. Et après, l'autre flotte ruche qu'on pourrait lui attribuer de façon assez optimisée, ça serait Chronos. Mais là, ça s'intégrerait dans un autre ensemble de la liste, puisque là, en Chronos, on va diffuser l'ombre dans le warp. Et en plus, on va venir y rajouter le stratagème et le trait de seigneur qui vont bien. Donc, le trait de seigneur, c'est Soul Hunger, qui va permettre de générer des périls du warp pour les unités qui ratent un test psy à 18 pas du monsieur, sachant qu'il colle le -1, ça synergise bien le tout. Et en plus, il y a ce stratagème Chronos qui va permettre de dire au mec qui jette son sort, tu ne le jettes qu'avec un dé. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est pour ça qu'à une époque, le Tyrannide était vraiment, vraiment fort contre l'Eldar. Eldar Inari notamment, puisque c'était un des seuls codex qui était capable de limiter la magie de façon assez conséquente. Ouais, tout à fait. Et qui pouvait... Alors, on restait sur des matchs qui étaient assez gamble malgré tout, puisque bon, l'Inari, surtout pendant très longtemps en V8, a été extrêmement stable. Mais c'était un codex qui pouvait faire la surprise, et notamment grâce à Chronos, vraiment en flotte ruche, quoi. C'est vraiment conséquent, quoi. On a fait le tour pour le prince. Ouais, ça me paraît... Tu nous parlais tout à l'heure d'un QG qui te tenait à cœur, je te laisse l'introduire. Alors, c'est l'introduire dans la vidéo. C'est un petit gars qui paye pas de mine, il est à 70 points de mémoire. Il est à 70 points. 70 points de mémoire, c'est le neurotrope. José le neurotrope. José le neurotrope. Voilà, vous l'avez là, on vous le présente. Le neurotrope. Voilà, le puissant neurotrope avec... bon, alors, j'ai ma petite combo fétiche, à savoir, du coup, le Jormungandr, puisque ça lui donne accès à la couronne Norn. La couronne Norn qui est une relique qui permet de limiter en fait les comportements instinctifs, et pour lui ce sera à 30 pas. Ça c'est fat. Une bulle de 60 pas qui vous permet, dans une liste au hasard, une liste Carnifex par exemple, de vraiment n'avoir aucun problème avec le comportement instinctif, et c'est quelque chose de très fort. On est sur un petit gars qui est inciblable, parce que peu de PV, contrairement au prince volant, qui a une 3+1 vue, donc qui est malgré tout assez résistant, et qui fait de la magie. Et il fait ça bien, puisque en tant que neurotrope, il reroll les as de ses tests psy, et ça, c'est très fort. J'adhère. Il y a aussi, alors, effectivement, en Jormungandr, je sais pas trop comment on le prononce. Jormungandr, il a accès du coup au trait de seigneur de guerre qui va lui permettre d'ignorer les couverts. Donc comme tu le présentais, jouer avec des carnis, c'est sympathique, surtout sur le dévoreur. C'est ça. En fait, là, la combo était intéressante et on l'a joué d'ailleurs avec Alex pendant longtemps, puisque on se retrouvait avec des carnis qui ignoraient les couverts, qui tiraient très fort et qui étaient difficiles à engager, puisqu'il y avait 5-6 petits gars comme ça, c'était avant la fac, hein, je précise, 5-6 petits gars comme ça, qui smitaient comme des cochonous dès que y a quelqu'un qui se rapprochait des carnis. Hein. Donc ouais, non, une figurine qui est très intéressante, et on parle quand même d'un QG à 70 points. C'est ça. Aussi, ça va nous permettre d'ouvrir sur la création de bataillons, d'augmenter le PC farm, le pool de points de commandement pour pas cher, parce que ça reste un QG à 70 points. Il a aussi bien évidemment Synapse, l'ombre dans le warp, et il peut dispel un sort. Donc c'est une figurine assez polyvalente, sympathique à jouer, et donc ça fait partie aussi des choix optimisés qu'on peut avoir dans le codex Tyrannide. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Moi, on peut potentiellement aussi le jouer, si on le joue sur une liste Kraken, ça peut être intéressant parce qu'on va voir l'Advance à 3D. Le gros défaut du Neurotrope, c'est qu'il ne bouge que de 5. Vu que de toute façon, il ne fait que smiter, on va le faire Advance systématiquement si on veut venir chercher le smite à 18 pas. Et là, on va pouvoir potentiellement venir le chercher plus facilement avec le 3D d'Advance qui va nous permettre de bouger régulièrement à 10 pas de mouvement. Exactement. Quand même, donc tout à fait. C'est intéressant, effectivement. On passe de suite, du coup, au troisième choix de QG. Celui-là, il me tient à cœur parce que je l'ai beaucoup torché. Et pareil, c'est ce genre de mec qui déboîte des games. C'est Tonton Swarmlord. Tonton Swarmlord, clairement, on va lui attribuer une flotte ruche particulière, ça va être Kraken, parce que l'idée c'est qu'autour du Swarmlord on est des princes et on est des stealers, parce que ce monsieur là il a sa capacité qui va lui permettre de débloquer une phase de mouvement supplémentaire en phase de tir pour une unité, en l'occurrence des stealers ou un prince, et lui il va donner un atout majeur sur des builds de liste Kraken qui sont construites pour rusher vers l'adversaire. En plus,
Bah, c'est comme un prince, c'est-à-dire 12 PV, 4 plus invulnérable, il jette 2 sorts, il en dispel un, synapse, ombre dans le warp. L'autre fait notable, c'est que au corps à corps, il tabasse et qu'en plus il a 3 plus invulnérable. Donc il peut faire le taf au corps à corps contre des gros châssis, contre des gros papas type Magnus ou quoi, même s'il n'est pas là pour ça, mais voilà, ça va amener de la force 8 et des gros taquets au close. Et puis voilà, il est quand même sympa ce gars-là. À préciser que contrairement à la plupart des codex, où là on est quand même sur un perso dit nommé, alors c'est un peu particulier pour les tyrannides, les persos nommés, mais on est quand même sur un perso nommé qui n'a pas de flotte ruche attribué. Exact. Donc on peut effectivement le combiner de la façon dont on veut. Et là, ça aurait été extrêmement dommage pour la figurine, par exemple, qu'il soit Jormungandr. Ouais, tout à fait. Parce que, comme tu l'as dit, en Kraken, il est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant. Donc voilà, une petite particularité du Codex Tyrannide, c'est comme le Vieux Born, qui est un autre perso nommé, là on fait que le citer pour l'exemple, mais on n'en parlera pas plus que ça, qui effectivement n'a pas de flotte ruche attitrée, et ça c'est quand même plutôt positif. Ce qui est intéressant comme sort à mettre sur cet animal, moi systématiquement en partie, je lui colle une déferlante, parce que l'idée, si je veux faire un prince missile, je vais pas advance avec mon prince sur sa phase de mouvement parce que je vais pas prendre le risque de rater la déferlante. Donc je vais avancer avec mon prince, rester dans la bulle du Swarmlord. Le Swarmlord passera déferlante sur le prince de façon à ce que quand le prince active le mouvement supplémentaire en phase de tir, du coup, la phase suivante. Voilà, sur la phase suivante, et ben là pour le coup, le prince ailé, il va advance, il pourra charger grâce à la déferlante. Donc moi je vais favoriser potentiellement la déferlante. Après, donc la déferlante c'est advance plus charge, ce que n'ont pas naturellement les princes, mais ce qu'ont les stealers. Et puis après, on a des sorts qui sont sympas, comme le hurlement psychique ou alors. Puis un smite supplémentaire, tout à fait. C'est tout à fait décent. On a fait le tour des QG, on passera pas sur le tir en prime, le Broodlord, le Tervigon, voilà. On vous invite à lire le codex si vous avez envie de chercher un petit peu plus et construire aussi des listes. Nous, on estime que ces 3 entrées-là sont les 3 entrées, les 3 QG les plus forts à l'heure actuelle de la metagame. Enfin, il faut savoir que la metagame, elle évolue constamment, donc peut-être que après la Big Fac, ça sera autre chose. On l'espère d'ailleurs, nous on aime bien quand ça tourne. C'est clair. On passe du coup sur les slots de troupes. Là, les slots de troupes sont assez intéressants, pareil en tyrannide, parce qu'on va pouvoir se positionner sur différents types de construction de listes. On va commencer par la troupe low cost, qui est le Reaper Swarm. Je te laisse en parler. Alors, le Reaper Swarm, justement, ça va être ma troupe préférée. Là, je pense qu'on va pouvoir débattre avec Alex, puisque lui, il est plutôt dans les Steelers, mais moi, je suis vraiment le Reaper Swarm. Je pense que c'est une des meilleures unités du Codex, parce que pour 33 points, on a 3 petits gars qui FEP. Et si on fait une petite marche arrière et qu'on revient sur la flotte ruche Chronos, on se retrouve rapidement avec des petits gars qui vont FEP, qui vont se retrouver très très proches, dans les 24 pas en tout cas, d'un magicien, qui vont être invisibles, car ridiculement petits. Et qui vont nous permettre de spammer notre stratagème pour faire caster les sorts à 1D. Et là, on est sur vraiment... l'idée, c'est de faire pain in the ass à l'adversaire. On lui casse les pieds jusqu'au bout sur la magie. Et ces petits gars sont parfaits pour ça. Et à 33 points, ils débloquent des bataillons. Là, si on fait les comptes rapidement, on est sur 140 points de Neurotrope et 99 points de Reaper. On a un bataillon. On a 5 points de commandement qui sortent tout à 239 points, on a un bataillon. C'est ça, c'est quelque chose de très très rentable. Moi, personnellement, je les adore. Et ils ont le mérite d'être assez résistants, de faire des attaques. Ouais, franchement, c'est utile. Par exemple, pour aller cliquer des unités, c'est extrêmement pratique. Je me rappelle de la désignation Laserto, par exemple, qui est extrêmement facile à cliquer avec ça. Ça vient tout seul. Alors, les Firesat Marksmen, le gars, il n'a pas d'attaque. Le gars a pas d'attaque. On met 3 Reapers autour, il peut pas sortir, et puis on est bien. On est tranquille, et lui il tire pas. Puis ça reste des unités pas chères qui ont la frappe en profondeur, et donc qui vont pouvoir potentiellement aller chercher des objectifs sur la table, et ça on est toujours friand, parce que ça va nous permettre de centraliser notre force de frappe là où il faut frapper, et de faire un petit peu de map control avec des unités low cost, et ça c'est toujours kiffant. Donc effectivement, moi je trouve que le Reaper Swarm est une très bonne entrée. C'est clair. Tout à fait d'accord. Du coup, moi je vais rebondir sur une unité... Alors le Reaper Swarm, on n'en a pas parlé, mais bien évidemment, comme tu l'as dit en Chronos,
Très intéressant. Sinon, comme c'est de la troupe qui va nous permettre de débloquer des bataillons, potentiellement plus intéressant, on va le mettre en Kraken pour Kraken, avoir. ça passe aussi, exactement. Là, pour le coup, moi, je vais vous parler des Steelers. Je les ai pas mal joués sur les dernières parties et les derniers tournois que j'ai pu faire. Les Steelers, c'est fort parce que ça bouge vite, parce qu'en Kraken, ça désengage et ça recharge, et parce qu'il y a plein de combos à faire, notamment avec les stratagèmes. Là, pour le coup, il y a un vrai usage des stratagèmes qui est intéressant avec les Steelers. Et du Swarmlord. Donc tout ça synergisé, c'est vraiment intéressant. Il faut savoir que 20 Steelers, c'est 240 points. Ça met 80 attaques, dont 60, puisqu'on a les gueules d'acide qui vont être APA-3, et 20 qui vont être APA-3, et les 60 autres qui seront APA-1. Avec un potentiel PA-4 voilà. sur 6. Voilà. Ou alors, typiquement, si vous allez venir taper du démon, on peut soustraire la PA et y prendre une reroll des As sur les touches. Donc on peut en plus jongler un petit peu avec les opportunités que nous offrent les armes des Steelers. Donc ça, c'est très intéressant. Après, clairement, les Steelers, nous les voit en Kraken. Et surtout, c'est l'utilisation des stratagèmes de Opportunist Advance, qui va permettre de doubler l'Advance, de la double phase de corps à corps, qui va permettre de potentiellement rebalancer 80 taquets de Steelers. On a aussi... se déplacer en sortant du corps à corps. Voilà, quand vous pétez une unité, réactive un mouvement. Je vous invite à regarder bien évidemment le Magic Tricks sur les Steelers, parce que là on balaye très rapidement tout ce qu'on peut faire en termes de stratagème, et c'est vraiment alors déjà c'est super sympa à jouer parce que intéressant en termes de gameplay, etc. Et puis ça reste dévastateur. Alors attention, par contre, ça demande de la pratique. Il faut savoir que le séquençage des stratagèmes est étalé sur plusieurs phases, puisque là on va parler de mouvement, on va parler de magie, on va parler de tir, notamment avec le Swarmlord, et même de phase de CAC. Donc ça fait beaucoup de stratagèmes. Prêtez vraiment attention, n'hésitez pas à prendre des notes même sur le Magic Tricks, et entraînez-vous, parce que c'est pas facile à faire. C'est vraiment pas facile à faire, et vous allez voir que dans certaines situations, ça pourrait vous poser des problèmes en partie. C'est pas quelque chose qui est vraiment acquis. Oui, tout à fait. Non, effectivement, il y a un séquençage qui est important. Et on vous invite à aller regarder le Magic Tricks, les amis. Et petit inconvénient, alors, pourquoi je préfère le Reaper Swarm au Stealer? Le Stealer est force 4. Oui. Le Stealer est force 4 et va avoir tendance à rebondir contre les grosses endus. Faites attention à ça. Prévoyez autre chose, notamment vos princes, etc., pour gérer les grosses endus des listes adverses, car le Stealer va rebondir. Ouais, tout à fait. C'est un fait. Voilà. De toute façon, le Stealer, il est là pour saturer l'endu 4. Potentiellement saturer un petit peu les endus 3, ça marche très bien aussi. Les endus 3, les endus 5, 6, 7, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on blesse à 6, on reste très limité, à moins d'avoir beaucoup de Steelers. Beaucoup de réussite au dé. Beaucoup de réussite au dé. Voilà, effectivement, on se casse les dents sur l'endu 8, et on envoie de l'endu 8 sur les tables. On a les Lehman Russ, maintenant on a les Ika, et voilà, et donc c'est des choses qu'il faut gérer sur la table, et les Steelers ne le gèrent pas. C'est compliqué. Voilà. Petit point, on peut faire un petit point ETC peut-être sur le Stealer qui a été pas mal présent à l'ETC cet été en Croatie. Notamment, on pense à la liste polonaise qui jouait 120 Steelers. Ouais, alors il y en avait 98 exactement. 98 ouais. Il n'a pas fait que des packs complets à 20. Alors il y avait 98 Steelers, 3 Princes, 1 Eurotrope et 3 Reaper Swarm. Tout en Kraken. Voilà. Kraken. Donc il fait 110 points sur 120. Voilà, 110 points sur 120, le gars légèrement agressif. C'est voilà. Liste qui apparemment doit être assez facile à appareiller, je pense. Ouais. Même si à mon avis, faut pas se planter quand même, faut pas se planter. Et puis, mais bon, ça a eu l'air de fonctionner. Autre point, pas mal de listes Steelers là plutôt répartis sur l'ensemble des. Il y a eu 2-3 concepts tyrannides qui ont brillé à l'ETC, en tout cas brillé par leur présence. Mais notamment les mix de Gene Stealer Cult et de Tyrannide. Oui, tout à fait. Parce que Gen Stealer Cult apporte les sorts du codex Gen Stealer, enfin du codex Cult Gen Stealer, pardon, enfin de l'index, de la partie index. Donc les sorts sont très bien. Il y a un sort qui empêche le tir de contre-charge, donc ça typiquement contre les taux, il y a bon. Ensuite, il y a un sort qui va permettre de capturer en gros un tir d'une figurine et de la retourner contre eux. Donc sur des IK, il y a bon aussi. Et puis après, le codex Cult, enfin l'index Cult Gen Stealer, il y a aussi il y a d'autres unités qui sont à côté et qui peuvent être sympathiques. Et le culte en bouche. Voilà, et le culte en bûche qui va permettre, les Steelers n'ont pas besoin de s'exposer à un T1. Ils sont dans les ombres et ils vont popper. Maintenant, tu es exposé à un jet de dés.
Et voilà. c'est ça la difficulté. Alors, t'exposais un jet de dés à 3D quand même, voilà. dans un point de commandement, puisqu'on a quand même le primus et le stratagème qui vont permettre de fiabiliser la chose. Donc, on est quand même à une chance sur 2 de pouvoir avoir le 6 magique. Ouais, tout à fait. Et ça nous permet aussi de projeter 40 Stealers au lieu de 20 avec le séquençage de Tyrannide directement dans la mouille de l'adversaire, comme il faut. Hein, parce qu'ils arrivent T1, ils peuvent arriver T1. Donc, T1 dans ta mouille. Donc, on peut prendre rapidement 40 Stealers dans la mouille. Voilà. Ouais. On s'intéressera vraiment au codex Cult Genestealer. Alors, à l'index, il y a clairement matière à s'intéresser, mais il y a le codex qui va pas tarder à venir. Donc, on sera sur le coup. Je pense que, alors, en attendant, le review reste pertinent, puisque bon, on n'attend pas le codex avant la fin de l'année. Donc, pour le moment, on va rester sur l'index. Et il faut savoir qu'effectivement, si vous voulez jouer du spam de Stealers, bon, le culte Genestealer est une option. Ouais, voilà. Sachant qu'on est sur du Stealers, ce qui est un peu plus cher quand même. Hein. On est sur 15 points. Voilà, 15 points sur 300 points les 20. Hein. Ouais, c'est ça. 300 points les 240. Effectivement. Alors, du coup, en dernier choix de troupe, alors j'en ai pas parce qu'ils sont pas peints. Ouais, voilà. Et je ferai pas l'affront à nos abonnés de mettre des figurines pas peintes. Néanmoins, c'est les Ormagaunt. Alors, les Ormagaunt, c'est une unité de troupe qui est assez intéressante parce que elles ont une règle spéciale qui est qu'elles ont un mouvement de consolidation et de PD. Et donc, il y a des choses intéressantes à faire avec cette unité parce que déjà, c'est une unité low cost. Le pool de 20 figurines va coûter 150 points. Donc, ça fait quand même 30 PV pour 150 points, ce qui est déjà intéressant. Ils avancent de 8, enfin, ils bougent de 8. Il manque à 20 ou 30 les... 30, tu peux en monter 30. 30 même. Ouais. Parce que t'as dit 20 du coup, mais... Ah oui, non, pool 30. De 30, 30 figurines, effectivement. Et du coup, ça va nous permettre, en fait, clairement, de venir cliquer des unités. Donc, ce qu'on appelle cliquer, ça va être engager une unité au corps à corps et avec les mouvements de piline, venir se rapprocher à moins d'un pas d'autres figurines pour qu'elles ne puissent tout simplement pas tirer, puisqu'elles ne désengagent pas plus tirent. Donc, on peut le faire que sur certaines unités. On le fait bien évidemment pas sur des unités qui fly, puisque ça ne marche pas. Mais typiquement, sur des taux qui vont jouer plein de guerriers feu, etc., on peut venir cliquer un coin de la table et avec les 30 autres Ormagaunt, venir map control et puis locker plein de choses. Donc ça, c'est très intéressant. L'unité est intéressante pour ça. Maintenant, moi, je la titrerai pas de flotte ruche particulière, hormis potentiellement Kraken, puisque voilà, ça synergiserait bien avec ce qu'on est en train de mettre en avant. Mais c'est une troupe qui mérite son pouce bleu, les gars. Ok. ouais, non, j'ai pas grand chose à ajouter sur l'Orma. J'aurais préféré le Therma de manière générale, puisque 4 points. Voilà. Ouais, t'as un pack à 120 au lieu de 150. Mais tu bon, gagnes 30 points. Là, voilà, on est sur de l'anecdotique. Hein. Yes. On a fait le tour des troupes. Ouais. Maintenant, ce que je vous propose, j'ai ma petite feuille qui est juste là, c'est de parler de l'élite. Et il y a peut-être un truc dont tu veux nous parler. Je laisse la parole à Toquette. Alors, une unité qui m'a plu dès la sortie de l'index, mais vraiment dès la sortie de l'index, c'est le Hiveguard. Le Hiveguard, là on parle de packs de 6 Hiveguard qui vont donc vous balancer 12 tirs. C'est quoi? Force 8, PA-2, dégâts des 3. Force 8, PA-2. Ignore les couverts, tir sans ligne de vue, touche à 3+. Hein, et touche à 3+. Donc on est sur quelque chose d'assez solide. Ces dégâts ils ont du 5, non? En du 5, 3 PV, ouais. Ouais, donc on est... Voilà, ils sont cachés dans une ruine quelque part. Ils n'ont pas besoin de voir de toute façon. Ils tirent à 36 pas. Et ils font le taf. Et combiné au stratagème qui leur permet de tirer 2 fois, là on passe directement sur 24 tirs de force 8. Et c'est fat, hein, faut pas se mentir, la moitié des listes qui ont été sorties à l'ETC, il y avait 18 Hiveguard dedans. Voilà, 18. Ni plus, ni moins. Donc on est du coup sur un potentiel de 48 tirs sur une phase, et c'est très 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 fort. Alors en plus, ce qui est intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment si on joue des Stealers, on va avoir tendance à se casser les dents sur l'endu 8. Et eux typiquement ils vont pouvoir venir la déloger l'endu 8 sans s'exposer trop, et ça c'est top. Donc comme tu l'as dit, il y a ce stratagème qui coûte 2 points de com et qui en plus a vraiment pris du volume en termes de jeu parce que un bataillon maintenant rapporte 5 points de com, donc on peut très allègrement poser une liste avec 2 bataillons. Donc on va avoir une liste avec 13 points de com, potentiellement 2-3 tours. On va pouvoir tirer 2 fois avec un pack de Hiveguard. Ça, c'est très intéressant. Moi, en type de flotte ruche, là, pour le coup, si on veut les jouer en stand de tir, je leur préférerais Chronos parce qu'on va avoir la relance des As s'ils n'ont pas bougé, sur les touches, s'ils n'ont pas bougé. Et autant vous dire qu'ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas des masses, ces mecs-là. Donc là, clairement, en Chronos, on touche à 3+, relance des As. Donc là, il y a un vrai intérêt. En genre Mugander, ce qui est bien, c'est qu'ils vont gagner un couvert, comme ils seront toujours dans un coup. Quoi qu'encore, vu qu'on va les jouer cachés, ils vont souvent être dans un couvert, donc pas grand intérêt en genre Mugander. Ça reste anecdotique aussi. Ça reste anecdotique. Et puis après, voilà, Chronos. Maintenant, si vous voulez les mettre dans une liste Kraken, vous les mettez en Kraken, mais c'est pas le plus optimisé. Ce que vous pouvez faire, si vous avez une liste Kraken,
utilisez un point de com et rentrez-les comme détachement auxiliaire Chronos. Vous pouvez le faire. Ça leur permet d'avoir la relance des As. Et bon, vous perdez un point de com pour le coup, mais au moins ils seront plus rentables. Ouais. À jouer, alors pour optimiser le stratagème, à jouer impérativement par 6. Hein. On les joue pas par 3. Ouais. J'ai vu des listes où il y avait 1x6 et 2x3. Attention, puisque dès qu'on a perdu des dégâts, le stratagème est beaucoup moins rentable. Ouais, l'idée, c'est d'atteindre vraiment ces 24 tirs. On veut ces 24 tirs, puisque la saturation, on est quand même sur un gros volume de tirs de force 8, va vraiment prendre tout son sens, vu qu'on n'est qu'à 3+ pour toucher, et pas toujours reroll des As, hein, puisqu'on n'est pas toujours en Chronos, va vraiment prendre tout son sens dès qu'on a ces 24 tirs. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Clairement. Et ben, c'est la Lifeguard, on les aime. Et on aime aussi, moi j'ai eu un petit coup de cœur parce que je les ai testés, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est les Tyrant Guards, notamment parce que on a joué beaucoup de princes pendant un temps et qu'on ne peut en jouer plus que 3. Et ben il y a une petite astuce pour en fait avoir des princes qui ne crèvent pas, c'est jouer des Tyrant Guards, puisque la règle spéciale est que sur un 2+, eh bien si vous perdez un PV sur un prince qui est à 3 pouces d'un Tyrant Guards, sur un 2+, eh ben le PV se transforme en mortel sur le Tyrant Guard. Ce qui va être intéressant, eh ben, c'est de jouer un gros pack de 6 qui va coûter 222 points. Ça fait un pool de 18 PV pour potentiellement tes 3 princes et le Swarmlord, puisque c'est pour les figurines qui ont le keyword Hive Tyrant. Et donc le Swarmlord a le keyword. Donc on va avoir un pool de 18 PV qui va pouvoir être distribué au Swarmlord ou à des princes ailés. Autre fait intéressant, si on doit les jouer sur la même flotte ruche que nos princes, potentiellement c'est de leur passer la catalyse à eux. Donc eux vont passer sous catalyse. Ça veut dire que quand mon prince va être un PV. Quand mon prince va être touché, blessé, qu'on aura passé sa 4+1 vue et qu'il perd un PV, sur un 2+, ça passe sur les tyrans. Et c'est mortel. Et sur un 5+, parce que la catalyse est sur un 5+, du coup c'est annulé. Et donc ça pour le coup c'est un trick assez intéressant à jouer. Moi j'ai pu le jouer sur un bloc assez important, c'est-à-dire 3 princes, le Swarmlord, 6 Tyrant Guard et en plus avec derrière des Venom qui collaient le -1 pour être touché. Ça commence à faire un gros pavé très résistant. Alors attention sur le Kraken, ceci dit, on est encore sur un autre séquençage vis-à-vis par rapport au Genestealer de tout à l'heure. Il faut savoir que le prince va bouger beaucoup plus vite que les Tyrants de guerre. Et la mobilité du prince est un facteur clé dans le jeu de cette figurine. Donc attention à bien utiliser son Swarmlord pour faire bouger justement ces Tyrant Guard qui vont... Moi j'ai une autre astuce. Encore mieux. J'ai encore une autre astuce. Il faut que garde le rythme, quoi. Ouais, alors ce que j'ai fait, et donc effectivement la difficulté, c'est de faire avancer tout ça au même rythme. Alors moi ce que j'ai fait, parce qu'en plus, donc j'avais 3 princes, le Swarmlord, les Hive Tyrant, pardon, et les Venom Trop, et à côté j'avais 2 packs de 20 Stealers. Donc j'ai quand même gardé le deuxième mouvement du Swarmlord sur un pack de Stealers pour agresser. Et ce qui m'a permis en fait de faire suivre les Tyrant Guards. C'est le stratagème qui te permet d'enclencher un deuxième mouvement à la fin de ta phase de mouvement, qui va potentiellement te balancer des mortels sur des as. Qui te permet de bouger des fois de 40 avec... voilà, mais néanmoins tu ne peux pas charger, tirer pendant le tour, mais de toute façon les Hive Tyrants sont là pour faire bouclier. Donc en gros, voilà, ça leur permet de faire un deuxième mouvement, ils bougent de 7, donc potentiellement ils advance de 3D, donc ils vont facilement bouger entre 12 et 13 pas, et on le fait 2 fois. Ouais. Donc ils vont pouvoir suivre le rythme et ça c'est intéressant. Ouais. Mais attention. Donc, mais attention, ouais, clairement attention, il y a un séquençage qui est bien particulier et surtout un positionnement important parce que on va avoir tendance rapidement à sortir la zone des 3 pouces que donnent les Tyrant Guard, c'est petit 3 pouces et on va avoir tendance à sortir de cette zone. Voilà, surtout quand on parle de 4 princes quand même. Ouais, on parle de 3 volants plus le Swarmlord qui sont tous des personnages ciblables puisque plus de 10 PV et du coup il faut vraiment faire attention. Ouais, clairement. Mais voilà, moi j'avais un petit coup de cœur pour les Tyrant Guard parce que j'ai pu les tester, j'ai trouvé le truc. Figurines aussi. Ouais, c'est des chouettes figurines. Alors en plus ça tabasse, hein. Ça tabasse. Ça met des taquets, à chaque fois qu'il y a un prince qui meurt à 6 pouces, il regagne une attaque. Donc potentiellement t'en as 4, ils ont 3 attaques, ça peut les faire popper à 7 attaques. 7 attaques force 5, PA-1, enfin voilà, ça commence à causer quand même. Ouais. Voilà. Mais ils sont morts avant ça. Normalement ils sont morts avant, mais on sait jamais quoi. Donc voilà pour nos amis les Hive. Il y a un autre choix d'élite dont on voulait parler, et notamment tu pourras peut-être le mieux placé pour en parler parce qu'on l'a vu sur des constructions de liste ETC. C'est les zoanthropes. Ah, les zoanthropes. Le zoanthrope, c'est une unité qui a été très vite mise de côté à la sortie du codex. Pour X ou Y raison. Il faut savoir quand même qu'on parle de petits gars qui, quand ils montent à 6, font de la magie de façon assez conséquente. Smite à 24 pas.
Donc un smite, bon, le premier est à 5, plus, mais c'est ton D3 plus 3 mortales. D3 plus 3 mortales, ouais. Il me Donc semble potentiellement une moyenne de 5 mortales. On peut même. Non, on peut pas monter à plus. Et quand on fait un critique, si tu fais un critique, t'es à D6 plus 3. Et là, ça commence à parler, hein. Sachant qu'on parle quand même de petits gars qui volent, hein, bon, accessoirement, et qui sont sous 3 plus 1 vue. Ça, c'est fat. Et donc, par 6, 240 points, 18 PV, en du 4, à 3 plus 1 vue. Le trick à jouer, c'est avec le neurotrope, qui va leur donner le reroll des as, et qui va, lui, il a une capacité qui lui permet de heal des PV, de se regagner, et potentiellement, il peut les faire regagner aux zoanthropes. Exactement, sachant qu'ils peuvent déjà en regagner avec, je sais plus quel... Il y a un sort ou quelque chose comme ça quand ils peuvent récupérer... Non, ça me parle pas. Il me semble c'est une vraiment lui qui fait... Bon, on analysera tout ça. Mais bon, l'idée, c'est que voilà, le TC, on a vu des listes qui montaient à entre 15 et 18 Zozo. Notamment la liste de EDLR, hein, de l'équipe de France, qui montait à 18 zoanthropes. À ça s'ajoute en plus le petit stratagème marrant. Hein. Mais il peut être plus que marrant, le stratagème. Oui, il est marrant pour le c'est un espèce de fameux vortex où... alors la portée c'est 18, si je dis pas de bêtises. 18 des 3 unités par voilà, contre. Alors il faut que il y ait un pack en gros qui sacrifie sa phase de psy, qui soit avec 2 autres packs à 6 pouces de lui. Il détermine un point à 18 pouces des 3 packs. Et autour de ce point, tout le monde prend ses mortales. Une bonne quantité de mortales. Ouais. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir, sur des mecs comme Leto qui vont jouer très tassés, ou alors, comme tu le disais tout à l'heure, on en discutait, sur les mecs qui ont des bulles qui reposent sur des personnages, où ils vont faire venir tout leur cordon vers quelques personnages clés. Et donc, toutes les unités ont une figurine dans un rayon assez restreint. Là, typiquement, faire péter le strat sur ce point-là, ça redevient très intéressant. Tout le monde prend sa petite cartouche, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et donc, moi, ce que je trouve en plus super, c'est cette 3 plus invulnérable. Et ça, c'est dur à gérer parfois. Et puis, on n'est pas sur de l'invu au tir ou quoi que ce soit. C'est tout le temps. Tout le temps, un 3 plus invu. Et ça se déloge pas comme ça. Hein, même s'ils sont sur un du 4. Ils sont sur un du 4, Ils sont sur un du 4, mais voilà. Clairement. C'est du solide. Donc, le zoanthrope, c'est bon, mangez-en. La seule difficulté du zoanthrope, encore une fois, c'est son peu de mobilité. Donc là, pour le coup, alors, 2 flottes ruches à privilégier, la Kraken pour la mobilité, ou alors, là, notamment ce qu'a fait EDLR, il les joue en Léviathan. Donc, sur un 6, ils annulent les PV perdus. Donc, sur un pool de 18 PV avec 3 plus invulnérables, en plus, Feel No Pain à 6, ça devient très résistant et très chiant à gérer. C'est simple, hein. Il y a 3 PV par tête, donc en fait on a une chance sur 2 de rajouter un PV à chaque neurotrope. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, plus le regain des PV grâce au neuro. Alors faut bien spécifier que forcément, si vous voulez que le Trix marche avec le neurotrope, il faut qu'il soit dans la même flotte ruche. Voilà. Donc comme on a dit, que Léviathan, le neuro, c'est pas forcément ce qu'on va privilégier. En Kraken, ça peut être bien. Maintenant, Léviathan, ça reste fat aussi. Ouais, ça marche bien. Je pense qu'on a fait le tour des élites. Non, il y avait alors, il y a le Venom Trop, clairement. 90 points, c'est 3 Venom. Alors, leur défaut, c'est qu'ils sont, c'est un peu de la mousse, quoi. Ils sont en mousse. Ils sont une sauvegarde à 5+. Maintenant, ce qu'on va faire, typiquement, sur un premier tour, ils vont permettre de protéger la masse. Parce que, le Venom avec la masse, c'est sympa. À partir du moment où on a beaucoup de packs de Stealer, plein de zoanthropes, ou voilà, plein de choses. C'est intéressant, puisqu'ils diffusent une aura de -1 pour être touché à 6 pouces de E. Et alors, attention, là, on parle pas des figurines à 6 pas, on parle des unités. Hein, donc, même une figurine de l'unité dedans, exactement. Et c'est tout le monde. Hein. Donc, quand on commence à avoir des cordons, on parlait d'Ormagon, Tétamagon tout à l'heure de 30, ça veut dire qu'on a quand même, on peut quand même s'étaler. Hein. On peut s'étaler, clairement. Donc, l'idée, c'est de les garder safe derrière une ruine, et puis pendant bien invisible. Voilà, bien invisible. Pendant un tour, peut-être 2, garder des cordons qui vont venir vers eux et qui vont permettre de diffuser. Sachant que va s'additionner le -1 du Chameleonic Mutation. Il couvre pas les monstres. Si, il couvre les monstres. Alors, pour qu'il couvre les monstres, il faut qu'il soit 3. Voilà, il faut qu'il soit 3. Voilà, c'est ça. il faut qu'il soit 3. S'il tombe à 2, il couvre plus les monstres, effectivement. Voilà. Mais il couvre les monstres et ça s'additionne à la relique qu'on met sur le prince Kraken. Ça va donner un prince à -2 pour être touché. Exactement. Voilà. Et puis après, l'autre dynamique, ça va être si on joue potentiellement des gros. On va en parler après, mais notamment l'exocrine, un peu moins le Tyrannofex car il est moins petit. Ou si vous avez décidé de jouer vos princes en étant des stands de tir avec des canons venin et tout, en genre Mugonder,
Ça va permettre de synergiser avec le fameux couvert, le couvert constant, donc le plus 1 à la save, tout simplement. Donc le moins 1 pour être touché et le plus 1 à la save synergisent bien avec une liste qui aura pour optique d'être un peu plus d'être un tank, d'être des gros tanks difficiles à abattre, quoi. Ouais. Voilà. Et puis c'est aussi une assurance vie pour le Swarmlord, parce que le Swarmlord a tendance à être très vite ciblé, avoir vite le sniper de l'adversaire sur le coin du groin. Ouais, faites gaffe, on l'a pas dit tout à l'heure, mais faites gaffe à votre Swarmlord, hein. C'est une cible prioritaire. Lui, il a le beau rond rouge au milieu du front. Ouais, c'est clair. Et personne ne veut vous laisser votre double mouvement. Donc faites gaffe à lui, hein, prenez-en soin. Donc ça peut être aussi une assurance vie pour le Swarmlord sur un premier tour. Voilà. On a fait le tour des élites. On a fait le tour des élites. On passe sur un gros aspect du codex auquel moi je m'attendais pas forcément parce que j'étais pas joueur tyrannide avant et c'est pas forcément là que je pensais qu'on verrait le codex aller. C'est les slots de soutien. Il y en a pas mal qui sont intéressants. Et il y en a un en particulier que toi tu as beaucoup joué. Je te laisse en parler. Je l'ai pas mis sur la table, mais c'est le Carnifex. Le Carnifex. Alors le Carnifex, c'est vrai que ça fait un peu redondant puisque je vous parle de mes amours. À chaque fois, je vous dis celui-là c'est mon chouchou, blablabla. Le Carnifex est exceptionnel. Le Carnifex, c'est une unité qui est formidable dans le sens où on va pouvoir... à l'époque, on en jouait jusqu'à 14 quand même. Hein. On peut toujours en jouer 9. On peut toujours en jouer 9 maintenant suite à la Big Fac, mais on en jouait quand même jusqu'à 14. Et alors, ma config favori, ça va être donc le Carnifex de base, hein, pas les Screamer Killer, machin. Le vrai datasheet Carnifex. Le Carnifex en escadron de 3, double dévoreur et le canon venin lourd. Et le canon venin lourd, on se retrouve avec un petit gars, d'accord, qui en Jormungandr va avoir 2+ de sauvegarde, qui va ignorer les couverts grâce au trait de seigneur de guerre de son petit copain le neuro. De son petit copain le neurotrope dont on vous parlait tout à l'heure, qui va balancer 12 tirs de force, 12 tirs de force 6 à 18 pas, et qui va balancer des 3 tirs de force 9 qui font 3 dégâts secs. Ça c'est fort. Le 3 dégâts. 48, hein. Non, 36. 36, ouais. Sachant qu'à ça, on ajoute quand même les 7 pas de mouvement du Carnifex. Oui. Non, puisque on est tranquille. C'est des armes d'assaut. Donc on peut potentiellement advance. Et on a moyen aussi de monter notre Carnifex à 3+ de CT. Oui. Grâce à une petite option. De toute façon, en double dev et en canon venin, on paye le sport kiss. Oui, alors ne faites pas du cac avec le Carnifex, hein, c'est une blague. C'est une mauvaise idée. Effectivement, il est impressionnant, il a des grosses pinces et tout, mais ne faites pas du cac avec le Carnifex, ça ne sert à rien. Faites-le tirer, montez-le avec sa 3+ de CT, hein, c'est 10 points, il me semble. Oui, c'est 10 points. Et -1 pour toucher. Le Kistasport, qui lui donne -1 pour toucher. Et donc on est sur un petit gars, en du 7. 8 PV. Qui 126 points. 2+ de sauvegarde. Oui. Hein, -1 pour toucher de base. Non, c'est pas cumulable avec les Venom Trop. Donc faites attention. Donc là, du coup, en fait, le Venom Trop devient... totalement accessoire dans ce genre de liste et qui bouge de 7 et qui avoine quoi. Le Carnifex 126 points, il est top. En plus on peut le jouer par 3, on peut en mettre donc 9, on a une vraie plateforme de tir pour 378 points x 3, ça fait quand même un pool conséquent. On peut leur mettre la bonne mace pour 2 points. Si on a les points, clairement le mettre parce que c'est toujours un petit coup de queue qui va permettre de venir saccager un peu les petits coquins qui viennent vous engager, parce que le gros point négatif du Carnifex, c'est qu'il se lock assez facilement et qu'une fois qu'il est locké, il ne sert plus à dalle. Alors, oui et non. Il faut savoir que, à l'époque où j'en jouais 14, moi, je faisais des cordons de Carnifex pour protéger mes Carnifex. Donc, ça avait le mérite de marcher. Hein. J'avais 3 bonhommes qui étaient cliqués. Ok, ils pouvaient pas tirer. Par contre, il y en avait 11 derrière qui faisaient leur vie. Bon, ça, c'est parce que on est quand même une grosse empreinte au sol. Hein. C'est quand même conséquent. Il faut savoir qu'avec la Big Fac, on est passé plus qu'à 9 de ces petites bêtes-là. Et donc, du coup, il nous reste des points. Et alors, ce qui devient rentable, ça va être soit de jouer du Zozo pour smiter, pour décoincer forcément du coup nos Carnifex dès qu'ils sont contactés, donc avec les zoanthropes et les neurotropes, mais on peut aussi facilement sortir du cordon vu que maintenant on mobilise plus, on économise peut-être, je sais pas, 500 points de Carnifex, hein, donc faut les mettre ailleurs. Donc ça reste intéressant quoi. Hein, on est sur ça reste intéressant, ça tire bien, et puis c'est résistant, puisque -1 pour être touché, de plus de sauvegarde, donc voilà, c'est... Catalyseur, si on veut vraiment casser les pieds, en fin de partie, là où il en reste plus qu'un, parce que, effectivement, ils finissent par mourir, mais parce que l'intérêt de la liste, à l'époque, c'est qu'elle a combiné pas mal de choses, notamment
beaucoup de personnages, avec les neurotropes, il y en avait 6. Donc du coup, une fois que les carnis sont morts, et ça prend quand même un moment de les tuer, bah il reste des petits neuros, quoi. Il reste la survie sur et à l'époque, ils se couvraient entre eux. Donc Oui. c'est ça qui était vraiment fort, c'est qu'ils étaient 6, mais on pouvait en cibler qu'un à la fois. Avec une 3+1 vue, et un Finn Pain parce qu'il s'est mis le catalyseur, il est pas fou. Oh, ça commence à être bien. Non, mais le Carni, je suis d'accord, est une très bonne entrée. Et puis, c'est une plus-value parce qu'il y a certains types de figurines qu'on va avoir du mal à gérer. Notamment, on en a parlé de l'enduit ou des figurines qui ont des gros pools de PV. Là, typiquement, le 3 damage, il fait du bien. Donc, on peut le passer à 4. Hein. Et on peut le passer à 4 grâce au stratagème qui permet de rajouter 1 au damage d'une figurine. En parlant justement de ce stratagème, moi, je trouve que la figurine la plus utile pour l'utiliser, ce stratagème, c'est l'Exocrine. L'Exocrine, elle est pas sur cette table, mais elle est là, elle est pas loin. Elle est dans nos cœurs. Elle est dans nos cœurs. L'Exocrine, c'est enduit, 14 PV. C'est ça. C'est une bête d'artillerie. C'est une bête d'artillerie. Typiquement, c'est du tir à 36. Ça va être du tir à force 7. Et ce qui va être intéressant, c'est le 2 damage. Et qu'on va pouvoir, grâce au stratagème, passer à +1. Il y a même d'autres choses intéressantes avec cette bête-là. C'est que si elle n'a pas bougé, non seulement elle tire 2 fois, hein, ça commence à faire 2-3 tirs quand même. 12 ça fait 12 tirs. Ça fait 12 tirs. Et surtout, elle a +1 à sa CT. Elle tire à CT3 du coup. Ah, et là, c'est-à-dire qu'entre elle et les Hiveguard, on commence à atteindre un volume de tir qui est quand même conséquent. Hein. Ouais, clairement. Donc, typiquement, moi je dirais que l'Exocrine, la meilleure configuration pour la jouer. Alors, joueur Mungander, ça lui donne de la résistance, mais je pense que l'intérêt de la figurine, c'est pas forcément d'être résistante. Bon, parce qu'on va avoir d'autres choses. L'intérêt de la figurine, ça va être de tirer. Donc en Chronos, vu qu'elle ne va pas bouger, avoir la reroll des As pour toucher, c'est de la 3+, relance des 1. Et du coup, c'est à son intérêt, parce que si elle ne bouge pas, elle balance 12 tirs de force 7. Elle fait 2 damage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le stratagème, on va rajouter 1 damage à ses attaques, donc on va avoir des damage 3 sur l'Exocrine, et ça c'est très intéressant. Ouais, alors attention, si jamais vous avez envie de vous faire une belle gunline avec plein de Hiveguard et de l'Exocrine, jouer, je pense, une seule Exocrine suffit. Ouais. Puisqu'il y en a qu'une qui... En fait, ça coûte un peu cher, malgré tout en points. C'est consommateur en points. Et non, même en points tout court. Ouais, 216 points. 216 points. Voilà, 216 points. Jouer plus de Hiveguard, puisqu'ils vont être plus autonomes. Par contre, voilà, vous en jouez une qui, elle, du coup, va faire du dégât. Dégâts 3. Dégâts 3, ouais. Avec les stratagèmes. Donc, voilà, on est... C'est bien, je pense. Ouais, c'est bien. Effectivement, c'est bien. Ouais, c'est clair. Déjà, même sur des plus petits formats de jeu, par exemple en Chronos, avoir un pack de 6 Hiveguard et une Exocrine, c'est sympa. Ah ouais, si vous voulez pas faire de doublette, par exemple, c'est une très bonne alternative. Hein. Encore une fois, on est un petit peu handicapé par le fait que dès que la figurine est loquée au corps à corps, eh bien, elle ne sert plus à rien, clairement. Donc, ça va être une figurine qu'on va avoir besoin de protéger avec de la masse. Ouais. Voilà. Donc, ça tombe bien, c'est quand même assez facilement accessible. C'est quand même accessible en tyrannide, exactement. Oh, donc voilà, l'Exocrine plus masse de cordon autour, c'est assez sympathique et c'est à tester pour nos amis les joueurs tyrannides. Ouais. Et méfiez-vous-en si vous n'êtes pas un joueur tyrannide et que vous la voyez poser son gros cul dans une ruine. On a fait globalement le tour de ce dont on voulait parler. Les QG, les élites, les troupes, les choix de soutien. Il y a d'autres entrées dans ce codex qui sont intéressantes, mais qui sont difficiles à rendre rentables sur le jeu optimisé, clairement. Il y a d'autres traits de flotte ruche. Là, clairement, on a mis en avant 2 traits de flotte ruche. C'est le Chronos et le Kraken. Non, 3, c'est le Jormungandr. Ouais. Après, anecdotiquement, le Léviathan. On parle pas des autres, le Behemoth, le Gorgon, parce que pour nous, c'est pas le plus optimisé. Ça n'empêche pas que, encore une fois, ça n'empêche pas que ça ne rend pas injouable la flotte ruche ou injouable certaines entrées. C'est juste que pour nous, c'est la lecture la plus optimisée qu'on en a. Ça. Et je pense que d'autres joueurs peuvent en avoir une autre lecture. Voilà, c'est un fait, etc. On a parlé aussi des sorts. Il y a clairement des sorts qui sortent du lot. Ça va être l'horreur, la catalyse, la déferlante qui est bien aussi. Dans certains builds, typiquement, si vous jouez Jormungandr, le smite, bien évidemment, même si vous jouez Jormungandr, en fait, si tu veux faire avancer un Carni et le faire advance, venir garder de la portée. Ah oui, puis en plus, il peut avoir le double move avec le stratagème. En fin de partie, quand il en reste un, le faire bouger de 30 pas, ça reste jouable. Hein. Ouais, clairement. Donc ouais, faut pas l'oublier, ça. Autre trait de seigneur de guerre intéressant dont j'ai pas parlé, c'est le trait de seigneur de guerre spécifique au Kraken, qui va permettre d'activer une unité au corps à corps et lui faire prendre l'ascendant, même si tu n'es pas en phase de charge. Ça, typiquement, c'est assez sympa, notamment sur des matchs miroirs.
Quand tu te retrouves sur un rush, tu as un rush de Stealer et tu as le mec en face qui te rush, aller chercher ce trait de seigneur, je trouve ça assez intéressant parce que si le mec se jette dans ta gueule, tu peux potentiellement reprendre l'ascendant grâce à ce trait de seigneur. Donc il peut être sympa sur certaines situations, donc c'est intéressant de le savoir. Après, en trait de seigneur de guerre, il y a aussi le fait de pouvoir élargir sa zone de synapse, qui est bien aussi. Et après, le problème, c'est qu'il y a d'autres traits de seigneur qui vont être spécifiques à d'autres flottes ruches. Et à ce stade-là du jeu, actuellement, on estime que c'est pas forcément les meilleures flottes ruches, donc ces traits de seigneur-là, de seigneur de guerre, sont un peu écartés. Les stratagèmes, on en a parlé, on les a survolés rapidement parce que dans le Magic Tricks Tyrannide de la chaîne, il y a un survol des gros stratagèmes. Il y en a d'autres qui sont intéressants. Notamment celui dont tu as parlé tout à l'heure avec les zoanthropes, le double tir pour les Hive Guard et le +1 damage notamment pour l'exocrine. Après, il y a d'autres stratagèmes qui sont largement utilisables, mais qui ne sont pas forcément les plus optimisés. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette fast review. Ouais, je voudrais quand même bien préciser, puisque c'est notre première fast review, à tous les seigneurs de guerre qui nous regardent. Bam N'hésitez pas, tout ce qu'on vous dit là, c'est pas parole d'évangile. C'est l'expérience de deux types qui ont joué avec les titis sur une saison, qui se sont fait un avis, qui ont regardé des tournois, qui ont regardé des listes, etc. C'est notre idée à nous, c'est notre idée qu'on se fait. En plus de ça, on joue ensemble, donc on va quand même relativement dans le même sens, même si vous avez vu qu'on n'est pas les mêmes. Il y a des avis qui divergent, mais clairement. Allez lire le codex. Le codex, creuser, essayez des trucs, même des trucs qui sur le papier, nous on vous a dit bon, ça n'a pas l'air très intéressant, testez-les, faites-vous votre propre avis sur la question, et peut-être que vous allez sortir avec la liste du siècle, d'accord? Notamment avec la Big Fac qui arrive, les codex qui vont changer, enfin les nouveaux codex, etc., la méta qui risque de changer de manière assez conséquente, les changements en points ou que sais-je. Faites-vous votre avis, nous on vous a donné des pistes de réflexion, maintenant voilà, c'est pas gravé dans le marbre, allez creuser. C'est beau ce que tu dis. Ouais, voilà. Yes. Pour finir, moi je dirais que ce codex est super plaisant à jouer. Parce que vous jouez sur toutes les phases de jeu, clairement. On joue les strats. Là, on est loin du taux. On est loin du taux. On joue les strats, on joue le tir, on joue le mouvement, on joue le corps à corps, on joue le psy. Donc, c'est un codex qui est complet. C'est un codex qui est super agréable à jouer car très rempli de tricks de jeu. Donc, ça aussi, c'est un aspect qui donne un côté intéressant au jeu. Et puis, voilà, donc ça reste un codex complet. Néanmoins, je pense que tu iras dans mon sens. En termes de, si on le positionne en metagame pur. À ce jour. Il est en milieu de tableau, voire un petit peu bas, parce que il a du mal sur certains codex. Maintenant, pour revenir à l'ETC, dans les 3 top joueurs qui ont mis le plus de points, il y a cette fameuse liste polonaise qui fait 110 points sur 120. Le seul match où il met 10-10 de mémoire, c'est contre un Arlequin. Je crois. Il met 20 à Nika, il met 20 à plein de choses, il met 20 au porte-peste, etc. Le mec jouait 98 Steelers et 3 Princes. Donc j'aurais tendance à dire qu'actuellement, en termes optimisés pur et dur, un joueur qui veut se tester à voir où va le codex, c'est potentiellement une vraie piste à étudier. C'est le spam de Steeler et le spam de Prince. Voilà. Moi, je dirais, je clôturerai là-dessus. C'est la piste à étudier. Maintenant, forcément, en format restrictif, on va pas pouvoir faire 100 Steeler, on va pas pouvoir faire 3 Princes. Donc, à vous, comme tu l'as dit, heureusement à vous de faire votre propre idée. Je clôturerai la vidéo en vous disant, comme d'habitude les gars, de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager un maximum nos contenus les gars. Il faut vraiment le faire, partager les contenus, ça nous donne de la visibilité. Mettez-moi des fucking pouces bleus des familles. N'hésitez pas à partager au niveau des commentaires, à réagir et à avoir cette interaction. Je vous rappelle qu'on a ouvert un Discord, Commander TV, où vous pouvez venir discuter avec plein de joueurs, notamment moi, notamment Toquette, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager un maximum. Vous avez le Facebook les gars, abonnez-vous au Facebook, je balance un paquet de trucs, des trucs drôles, des trucs plus sérieux. Enfin voilà, il y a tout un backstage de Commander TV qui se joue sur le Facebook, donc il faut aller voir le Facebook. Et puis on se retrouve très rapidement pour la prochaine fast review. Ciao les seigneurs de guerre.